Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce dernier face-à-face des élections législatives avec les deux finalistes de la 4e circonscription. Une bataille entre deux maires. Bonsoir Claude Danican. Bonsoir Eric. Un face-à-face qui met aux prises, vous l'avez dit, deux chefs déshérités. D'abord, Hélène Christophe Vainqueur, maire de la commune de Trois-Rivières et conseillère régionale. Elle connaît bien le Palais Bourbon pour y avoir siégé pendant 2 ans. Investie par le Parti socialiste, elle est arrivée en tête au premier tour avec 38,70% des suffrages. Face à elle, Aramis Sarbo, maire de la commune de Vieux-Habitants et conseiller départemental. Candidat soutenu par le GUSR, il se classe 2e samedi dernier avec 10,64% des suffrages. Alors, comme chaque soir, nous allons aborder bien sûr les grands thèmes autour de cette élection et liés à la fonction de député. Bien sûr, la loi travail par ordonnance, c'est une promesse du président Macron, la moralisation de la vie publique et également l'habilitation législative et quelques thèmes évidemment avec les spécificités de cette 4e circonscription. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Conformément au tirage au sort, c'est vous, Madame Vainqueur, qui allez débuter. Vous êtes arrivée très largement en tête au premier tour. Est-ce que c'est un élément suffisant pour vous ou quelle est votre stratégie pour maintenir cette avance? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Saluer monsieur Aramis Sarbo ici présent et le féliciter pour sa qualification. C'est vrai que maintenant, il y avait 18 candidats. Nous ne sommes plus que 2 et nous pourrons confronter nos idées, nos programmes et dire aux Guadeloupéens ce que nous voulons pour eux. Je voudrais remercier les téléspectateurs qui sont ici, qui nous écoutent aujourd'hui. Puis je remercier tous ceux et celles qui ont permis que je sorte première le samedi 10 juin. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas suffisant. Et il faudra surtout que tous ceux et celles qui n'ont pas été votés, parce que même si le résultat est pour moi spectaculaire, mais je ne vais pas fanfaronner, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui n'ont pas été votés, notamment dans la 4e circonscription. C'est pour cela que nous ferons un appel à tous les abstentionnistes pour leur dire qu'il faut ce samedi 17 juin aller voter. Mais je dois dire que s'ils m'ont placé en tête, c'est qu'ils ont reconnu en moi une femme compétente, une femme fidèle, une élue de proximité véritablement ancrée dans sa proximité et au service de sa population. C'est ce que j'ai pu démontrer dans tous les mandats et toutes les fonctions que j'ai exercées. Donc je voudrais vraiment dire merci pour ce geste-là, parce que c'est vrai qu'être arrivé en tête, c'est pour moi un résultat véritablement remarquable. Monsieur Arbo, votre stratégie du 2e tour? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Madame Vainqueur. La première chose, vous dites que vous êtes arrivé en tête et que les électeurs ont considéré que vous êtes mieux placé. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Tout d'abord, ce sont que 28% des électeurs qui se sont exprimés. 72% ne se sont pas déplacés. Mais la deuxième chose, c'est que le Parti socialiste vous a investi, vous étiez un bloc compact, et donc vous avez fait le plein de vos voix. Et par conséquent, tout laisse à penser que le reste des voix, que ce soit ceux qui se sont exprimés sur d'autres candidats malheureux qui ne sont pas ici ce soir, ou les gens qui ont attendu le 2e tour pour se positionner, eh bien, je peux vous dire que la majorité des électeurs de cette circonscription ne vous ont pas fait confiance. Je vous rappelle simplement, madame, je vous rappelle simplement qu'au premier tour, en 2012, votre mentor, M. Victorin Lurel, avait obtenu 67%. Et vous, 38%, c'est donc un échec pour vous au premier tour. Surtout, je vous le dis, je ne suis pas Victorin Lurel, je suis Hélène Vainqueur Christophe. Vous êtes le seul. Et vous saviez bien que nous étions dans un contexte où nous avions 17. Par contre, hein. Nous avions 17 candidats. Alors vous continuez, je reprendrai tout à l'heure. Finissez, monsieur Arbo, et elle vous répondra. Non, je disais à madame Vainqueur que monsieur Lurel avait obtenu, à la même période, en 2012, 67% des voix. D'ailleurs, il a été élu au premier tour. Oui. Vous êtes dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul candidat socialiste, vous obtenez 38%. Alors nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, M. Arbo.
Parce que nous avions là 18 candidats dans cette circonscription et vous savez bien que ce n'était pas le même contexte. Ce n'est pas le nombre de candidats. En 2012, il n'y avait que 6 candidats. La deuxième chose, on a l'impression que vous êtes obsédé par Victorien Lurel. Victorien Lurel n'est pas là. Victorien Lurel n'est pas candidat. C'est moi, Hélène Vainqueur-Christophe, la candidate. Donc effectivement, au premier tour, j'arrive largement en tête, bien avant vous. Et j'étais peut-être la seule candidate de gauche, mais il y en avait d'autres. Vous aviez mon collègue Hugues-Philippe Rondini, qui défend quand même les valeurs, c'est un progressiste, qui défend les valeurs de la gauche. Vous aviez d'autres forces de progrès, comme des candidatures communistes, par exemple. Donc vous ne pouvez pas dire que j'étais la seule candidate de gauche. Mais vous êtes où ? Vous êtes à droite, à gauche? Où êtes-vous exactement? Je vais vous répondre. J'ai entendu que vous étiez soutenu tout à l'heure par le GUSR et que vous n'étiez pas présenté par le GUSR. C'est parce que j'entends sur le terrain. C'est parce que vous aviez dit au préalable. Donc, je vais vous répondre, madame. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Là, nous sommes dans une élection où Hélène Vainqueur-Christophe est candidate avec une suppléante, Manuel Avril, et j'ai fait un score très honorable et bien plus honorable que le vôtre. Voilà. Vous êtes candidate, vous êtes Charbot. sortante, madame. Vous êtes sortante puisque vous êtes la suppléante du candidat sortant. Oui, vous êtes j'ai aussi exercé ce mandat. Donc, vous avez exercé le mandat pendant 2 ans. 2 ans. Par conséquent, madame, vous vous situez dans la même, la même situation. J'assume complètement. Mais je vais vous laisser parler. Oui, madame le débat ne va pas se terminer. Répondre, monsieur Arbaud, le débat et ne va pas se terminer dans ces conditions-là. Vous savez ce que vous faites, madame. Allez-y, monsieur Arbaud. Ce que vous faites, je peux le faire aussi. Allez-y, allez-y, monsieur Arbaud. Je suis courtois et c'est le nom de mon suppléant. Je suis aussi courtois, je vous laisse parler. Ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur Arbaud. Donc, madame Vainqueur, vous n'avez obtenu que 38% des 28%. Et je peux vous dire que la clé de cette élection, ce sont les 72% qui ne se sont pas exprimés. Donc, vous n'avez pas de majorité. 38% de 28%, madame, c'est de l'ordre de 6, 7, 8%. Vous n'avez qu'à faire un calcul. Ce sont 8% de la population, voire des électeurs, qui vous ont donné un aval positif. Voyez? Donc, ne dites pas qu'on a vu en vous quelqu'un qui pourra représenter la circonscription. Alors, M. Arbaud, vous êtes arrivé quand même avec moitié moins que votre adversaire. Eh bien, moi non plus. Sur qui comptez-vous, justement? Sur quelle force comptez-vous pour combler votre retard au second tour? Déjà, sur les électeurs qui ne se sont pas manifestés au premier tour, les abstentionnistes, ils sont 72%. Généralement, on vote à 50-60% dans cette circonscription. Et par conséquent, ces électeurs-là ont la clé de cette élection. La deuxième chose, c'est que dans ma famille politique, il y avait un certain nombre d'élus qui n'ont pas jugé bon de se mettre au combat dès le premier tour. Et au second tour, ils ont attendu le second tour pour le faire. C'est le cas de Lucas Desmars, qui est maire de Goubert. C'est le cas de Louis Molinier, maire de Terre-de-Haut. C'est le cas de Marie-Luce Panchard, qui est maire de Basse-Terre. Et puis, il y a des personnalités qui vous soutiennent. Qui me soutiennent, oui. Au second tour. Oui. Vous avez du retard, madame. Vous pouvez répondre sur cette question-là? Oui. Monsieur Aramis Arbaud parle de chiffres. On peut parler de chiffres. Vous avez dit 50-60%. Non. Victorien Lurel a été élu au premier tour avec 46% de participation. Oui. Je suis très claire dessus. Vous dites que vous avez vos soutiens du second tour qui sont là. Mais pourquoi n'étaient-ils pas là au premier tour? Moi, tous mes soutiens étaient présents. Victorien Lurel, Élite Califère, Marie-Evelyne Beauchâteau, Thierry Roland, Sully Duval et tous les conseillers départementaux qui me soutiennent. Oui, où étaient-ils? Vous pensez qu'au deuxième tour, ils pourront faire plus? Et ils sont quand même très timides sur le terrain, on ne les entend pas. Ils ne se mouillent pas la chemise, contrairement à mes soutiens. Oui, madame, vous me donnez raison dans mes analyses. Justement, vous aviez, dès le premier tour, tous vos soutiens. Tous vos soutiens. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai des soutiens qui arrivent au quotidien. Mais qui ne sont pas sur le terrain. Donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre, madame. C'est ce que j'ai voulu vous dire au départ, et vous m'avez interrompu à plusieurs reprises. Vous n'avez plus de marge de manœuvre. Vous venez de dire que tous vos soutiens étaient là au premier tour. Et vous avez tout à fait raison. Donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Attendons samedi et on verra. Mes soutiens sont encore là, sont encore sur le terrain, se mouillent véritablement la chemise. Ce sont les mêmes. Et les votes, par contre, sont très timides sur le terrain. Alors, nous allons maintenant passer au premier thème de ce débat, quand même, la moralisation de la vie publique. Alors, il y a un projet de loi qui a été présenté par le garde des Sceaux, en la personne de François Bayrou, qui prévoit notamment un certain nombre de mesures pour moraliser un petit peu la vie publique, et notamment du député. Quel est votre sentiment
sentiment sur cette loi? Est-ce que vous adhérez à cette démarche, Madame Vainqueur? J'adhère complètement à cette démarche. La moralisation de la vie publique, c'est véritablement pas seulement une vertu, mais une exigence. Et je crois qu'il faut effectivement interdire les conflits d'intérêts. Il faut également faire que l'IRFM soit fiscalisée. Donc oui, j'adhère complètement à ça. Vous savez que je suis une femme honnête, une femme qui va véritablement dans ce sens. Et je n'ai aucune difficulté à adhérer là-dessus. Mais la moralisation de la vie publique, ce n'est pas seulement dans le cadre de la bonne utilisation des deniers publics. Il me semble également, c'est également sur garder effectivement un cap, rester fidèle à ses valeurs. Et également, quand vous avez une fonction, quand vous avez un mandat, l'exécuter correctement, et être assidu. Tout ça, c'est la moralisation de la vie publique. C'est ce qui permettra à notre population d'avoir confiance en ses élus. Et je vous ferai remarquer que dans le cadre de la mandature précédente, François Hollande avait également une loi sur la moralisation de la vie publique, notamment sur la transparence. Je crois qu'on est dans la suite et c'est une très bonne chose parce qu'il faut véritablement garantir cette transparence. Pour vous, Aramis Sarbo, vous êtes d'accord avec le contenu de la loi, du projet de loi porté par le garde des Sceaux? Je voudrais préciser, avant de vous donner mon point de vue dessus, préciser que le droit ne fait pas de morale. Il ne s'agit pas d'une loi de moralisation de la vie publique, mais surtout un projet de loi pour la confiance dans notre vie démocratique. Eh bien oui, je vais voter cette loi si je suis élu. Je vais la voter, tout d'abord parce qu'elle prévoit le non-emploi, disons ça comme ça, des membres de la famille. Et ensuite, la suppression de la réserve parlementaire pour éviter les dérives clientélistes, l'arrosage des copains. Et vous le savez, madame, pendant les 2 ans que vous êtes resté à l'Assemblée nationale, vous avez arrosé vos copains. En 2014, vous avez attribué à votre commune 40 000 € sur la réserve parlementaire. Qu'est-ce qui m'empêchait de le faire? Je n'ai pas dit que c'est interdit. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas interdites, mais que la morale, si vous voulez, ne permet pas. Vous ne pouvez pas, madame, dans une circonscription où il y a 11 communes, sur 130 000 €, vous avez attribué à votre commune, à elle seule, 40 000 €. Je ne vous permettrai pas de le dire, je vais vous répondre, monsieur Arbaud. Puisque de 2012 à 2014, j'ai été député. En 2013, j'ai attribué la réserve parlementaire. Et en 2013, 7 communes sur 11 de la circonscription étaient servies. Mais je vous ai dit, madame, bien, 7 communes de la circonscription, sur 130 000 € environ, vous avez attribué 40 à votre commune. Écoutez, 7 communes de la circonscription à raison de 10 000 et 15 000 € par commune. 7 communes. Puis des subventions aux associations, parce que la réserve parlementaire. Écoutez, la réserve parlementaire, ce n'est pas seulement pour les communes, c'est également pour les associations. Pour les associations, mais c'est 40 à votre commune seule, madame, sur les 11 communes. Je vous dis, dans les 11 communes, vous avez eu des associations qui ont été effectivement, qui ont eu des subventions et qui ont été accompagnées. Que ce soit dans votre propre commune, dans toutes les communes de la circonscription, dans les 11 communes, toutes les associations ont été effectivement subventionnées. Bastère, vous avez le Carmel. Bastère n'a rien eu. Non, monsieur. La commune de Terre de Haut n'a rien eu. La Gauloise. La commune de Goubert n'a rien eu. Non, tout le monde, toutes les associations des communes ont été effectivement subventionnées. Mais je voudrais quand même faire un point sur la réserve parlementaire. Sait-on ce que c'est que la réserve parlementaire? Je vous entends parler. Eh bien, avant la réserve parlementaire, qu'est-ce qu'elle était? Pour les députés qui étaient bien avant la gauche, eh bien, elle était définie par, effectivement, la droite. Et cette droite gardait toute la réserve parlementaire, bien entendu, et on n'en parlait pas puisque vous la distribuez comme vous le vouliez. Avec des montants. Donc c'est pour cela que vous avez distribué comme vous voulez et vous avez tout gardé pour Trois-Rivières. Non, je n'ai pas tout gardé. Vous parlez de 40 000 € sur 130 000 €. Il y a eu 20 000 € pour d'autres communes. Il y a eu 4 projets de l'année 2014 où effectivement Trois-Rivières a été subventionné à 40 000 €, plus toutes les associations des communes. Avant, c'est la gauche qui a permis que la réserve parlementaire, monsieur, soit équitable. Je vous propose, parce que de toute façon, cette réserve parlementaire sera apparemment supprimée. Je vous propose de parler maintenant de la loi travail. Alors, le président de la République a indiqué qu'il va agir par ordonnance. Est-ce que vous adhérez, monsieur Arbaud, à cette démarche? Est-ce que c'est pour aller vite, dit-il? Est-ce que vous êtes d'accord? Et certains disent qu'il y a un risque pour les acquis sociaux, notamment. La situation de la France est telle qu'il y a urgence de booster l'économie et de donner un peu plus de dynamisme aux entreprises pour créer les emplois. Alors, le président de la République, vu l'urgence,
a décidé de passer par des ordonnances. Ce n'est pas un lapin qui sort du chapeau. Il a indiqué dans son programme, dès le premier tour d'ailleurs, qu'il aurait agi de cette manière-là. Donc, je vais voter, je vais soutenir ces ordonnances. Vous aurez des exigences quand même? J'aurai un certain nombre d'exigences parce que nous avons un certain nombre de spécificités ici en Guadeloupe. Il faut absolument que les organisations professionnelles, les syndicats, que ce soit les syndicats des patrons ou des syndicats d'employés, les organisations professionnelles s'y mettent, soient associées une fois pour toutes, et que ces organisations professionnelles contribuent à la bonne marche de l'entreprise. Sur cette question, Madame Hélène Vainqueur, on parle de code de travail menacé, la part belle faite au patron. Vous en pensez quoi? Quel est votre sentiment? Alors, sur cette question, je crois qu'il faut distinguer la forme du fond. Sur la forme, vous avez raison, le président de la République nouvellement élu l'avait annoncé dans son programme qu'effectivement, il y aurait des ordonnances et qu'il légiférait par ordonnance sur la loi travail. Donc, je ne peux que m'y soumettre. Mais je dis que ce n'est pas une bonne méthode. Parce que cette méthode-là court-circuite le travail parlementaire et empêche les parlementaires véritablement d'entrer et de discuter sur le contenu de la loi. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne méthode, surtout pour un sujet essentiel qui est le travail. Quand on sait que nous, le travail, le chômage gangrène notre population, que 2 jeunes sur 3 ici, surtout dans la 4e circonscription, ne travaillent pas, il est important de prendre son temps, il me semble, pour ce problème-là. La deuxième chose, moi je serai sur le fond. Je serai vigilante pour que les acquis sociaux soient respectés, pour que nous puissions véritablement avoir un travail construit avec les syndicats et que la représentation syndicale puisse trouver toute sa place dans la discussion. Je serai vigilante sur l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Je serai vigilante également sur effectivement, il faut une flexibilité du travail, mais il faut également permettre à tous de pouvoir prospérer. Et je serai également vigilante sur le fait que nous pourrions, dans ce domaine-là, avoir effectivement la souffrance au travail, parce qu'il y a une problématique qui doit être mise en question et qui doit être débattue. Donc je serai constructive mais vigilante. Voilà. Juste un mot sur l'habilitation législative, M. Arbeau. Est-ce que vous avez une proposition concrète à faire dans ce cadre-là? C'est une bonne chose. Je pense qu'on devrait trouver une habilitation pour l'aménagement du territoire. Parce que je vis mal des PLU, plan local d'urbanisme, réalisé avec un certain nombre de contraintes de l'État. Il serait bon que nous ayons une habilitation au niveau régional pour le traitement de ces affaires-là. Sur cette question de mots, Sur cette question de mots, moi je trouve que c'est important parce que ça permet de légiférer sur place et d'adapter véritablement la loi à nos réalités. Mais je pense qu'il y a un domaine qui est prioritaire, c'est le domaine de l'eau. Parce qu'il faut véritablement que nous puissions avoir cette habilitation pour régler le problème de la gouvernance de l'eau. Également sur la problématique des transports publics. Donc ça, c'est important et c'est important que nous puissions avoir cette habilitation pour pouvoir aller plus loin. Alors, il nous reste 2 minutes, 1 minute chacun pour conclure. C'est vous qui allez conclure en première position, Madame Vainqueur. Mais je crois que dans tout mon parcours politique et mes engagements, ma loyauté envers mon parti, envers également ceux qui m'ont aidé et qui ont fait de moi la femme politique que je suis, notamment Victorine Lurel, on a compris que j'étais une femme compétente, une femme qui exerçait véritablement ses fonctions de façon assidue, qui était présente et qui a apporté, dans le cadre effectivement de mon mandat de députée, une loi très importante qui a modifié la santé et qui a permis de faire des avancées au niveau de la santé des Guadeloupéens. Donc je voudrais demander aux habitants de la 4e circonscription qui ne se sont pas déplacés, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement ce jour-là, il y avait 17 candidats et qu'ils avaient quelques difficultés à pouvoir faire un choix, de faire le choix de la compétence, de l'efficacité. Merci. Monsieur Arbeau, c'est à vous. Je voudrais parler à mes compatriotes de la 4e circonscription au même titre que Madame Vainqueur pour leur dire que c'est eux. Compatriotes, c'est vous. C'est vous qui avez la clé de cette élection. Ce ne sont pas les maires, ce ne sont pas les soutiens. En 2015, Victorine Lurel avait 21 maires comme soutien, sur sa liste aussi. Et la Guadeloupe a déjoué tous les pronostics et a donné la victoire à Harry Chalus avec Changer d'avenir. Vous avez donc donné une leçon de démocratie en élisant Harry Chalus à la tête de la région Guadeloupe. Alors je vous demande de faire de même pour cette élection du samedi qui vient,
en m'élisant député de la 4e circonscription. Prenez quelques minutes de votre temps samedi. Allez aux urnes, faites votre devoir citoyen, changez l'avenir de la 4e circonscription. Voilà, merci madame, merci monsieur d'avoir participé à cet échange. C'était le dernier face-à-face. Claude, nous avons bien voulu organiser des échanges également avec les deux candidates finalistes dans la circonscription des îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais malheureusement, madame Claire Javois a tout simplement refusé tout débat avec son adversaire, madame Inès Bouchot, soutenue par La République En Marche. Notre soirée électorale, on dit deux mots, Claude, hein, deux éditions spéciales. Samedi soir. Plutôt, samedi exactement, parce qu'on vote samedi en Guadeloupe, samedi 13h l'édition spéciale, samedi 18h également, et puis notre soirée électorale à partir de 19h30. Passez une bonne soirée, bonsoir Claude. Bonsoir Eric. Et passez une bonne soirée sur Guadeloupe Première bien sûr.